démarre, c'est bon. Alors bonjour à tous. Je pense que c'est bon là. Oui. Alors bienvenue à cette table ronde organisée dans le cadre du prix littéraire Crime de l'année. Donc je fais un petit rappel. Le prix Crime de l'année, il a été créé en 2020 par des élèves et des professeurs de lycée. Et depuis, il récompense chaque année un roman policier écrit par un auteur francophone. Donc on a eu la chance au lycée de recevoir Jérôme Loubry, Benoît Sévrac, Nicolas Lebel, Olivier Norek, Olivier Bal et, pour la 6e édition donc cette année, Bernard Minier. Alors hier soir, au lycée Paul-Hazard, nous avons donc récompensé Bernard Minier pour son roman Les Effacés. Lors donc d'une petite cérémonie organisée par des élèves et des professeurs, les membres du comité donc du prix littéraire, où ils ont joué une petite scénette devant à peu près 80 personnes, afin de présenter donc l'écrivain et le roman qui a été élu. Alors, encore félicitations, Monsieur Minier, pour ce prix. Ce matin, nous vous accueillons au sein de la médiathèque L'Albatros, où vous êtes d'ailleurs déjà venu en juin 2024, oui, si je ne me trompe pas, avec un certain Franck T. Ouais, voilà. Absolument. Alors, c'était pour parler des coulisses de l'écriture. Moi, je vais plutôt tenter de percer les mystères autour de vos romans. Oula. Tout un programme. On démarre ? Ouais. Alors. Bonjour à toutes et à tous, d'ailleurs. Merci d'être venus si matin. Alors, ma première question est toute simple. Vous disiez dans une interview il y a pas longtemps que vous écriviez des contes de fées pour adultes. Donc, si on part du principe qu'ici dans la salle, il y a des gens qui ne vous ont jamais lu, oui. Est-ce que vous pouvez en quelques phrases résumer votre univers ? Oula, c'est comment en quelques phrases. Bah, j'écris des romans très atmosphériques. C'est lié à souvent des décors qui sont très présents, des atmosphères. C'est rarement ensoleillé. Il pleut en général dans mes romans. Il neige, il fait froid, c'est tout gris. Voilà. Donc les atmosphères sont très, parce que moi-même en tant que lecteur, j'aime ce que j'appelle les romans atmosphériques où l'atmosphère est très présente. Et j'ai deux personnages récurrents, l'un qui s'appelle Martin Servaz, qui est un enquêteur de la police de Toulouse, puisque j'ai quand même pas mal de romans qui se passent dans les Pyrénées où j'ai grandi. Et j'ai un deuxième personnage plus récent qui s'appelle Lucia Guerrero, qui est une enquêtrice de la Guardia Civile, puisque j'ai aussi beaucoup d'affinités et de liens avec l'Espagne, dans la mesure où ma mère est née en Espagne avant d'arriver en France, et où moi-même j'ai encore de la famille là-bas. C'est un pays que je connais très très bien. Voilà, et ce sont des enquêtes qui, j'espère... Alors, les scènes de crime sont tout à fait extravagantes et extraordinaires et impossibles. Aucun criminel se donnerait autant de mal pour tuer ses victimes, même le plus sadique. En revanche, j'essaie d'être assez scrupuleux dans tout ce qui est l'investigation policière. Donc, j'ai des contacts avec la police, la PJ française, pour les volumes avec Martin Servaz. J'ai aussi des contacts à la Guardia Civile espagnole, et je me déplace aussi. J'ai écrit également 2 romans unitaires qui s'appellent Une putain d'histoire et Aime le bord de l'abîme. L'un qui se passait du côté de Seattle, un peu comme celui-ci, enfin une bonne partie de celui-ci. L'autre qui se passait à Hong Kong, et je suis évidemment parti à Hong Kong, je suis parti à Seattle parce que, comme je l'ai dit, pour moi les décors sont très importants, et je fonctionne un peu comme un cinéaste, c'est-à-dire que je fais des repérages, et quasiment pour chaque scène que je vais écrire, il me faut un décor qui lui correspond. Merci. Donc je le disais en introduction, hier vous avez gagné le prix littéraire Crime de l'année pour donc Les Effacés. Alors si on résume rapidement l'histoire pour ceux qui ne l'auraient pas lu, on a donc l'enquêtrice Lucia Guerrero, la lieutenante d'ailleurs, pardon. Oui, c'est aussi une enquêtrice. Ça marche aussi. Oui, voilà, lieutenant, même des enquêtes, donc elle est enquêtrice. Et donc elle enquête d'abord sur des disparitions inquiétantes en Galice, et finalement elle est envoyée à Madrid sur une affaire de meurtre de la plus haute importance aux yeux du ministère. Donc on va pas dévoiler toute l'histoire bien sûr, mais disons que le lecteur va suivre les 2 enquêtes et il va en apprendre aussi davantage sur Lucia Guerrero, qui est donc, comme vous le disiez, un autre de vos personnages récurrents. Et on reviendra d'ailleurs sur cette histoire de personnages récurrents entre Martin Servaz et Lucia Guerrero un petit peu plus tard. Mais là donc, pour en revenir à ma question, vous avez sorti donc dernièrement, là en mars dernier, aux éditions XO, Rupture, qui est donc une nouvelle aventure de Lucia Guerrero. Oui. Est-ce que vous pouvez le pitcher, ce roman ? Alors, Rupture, ça commence à Madrid l'année dernière, le 28 avril 2025. Il s'est passé quoi le 28 avril 2025 ? Il s'est passé, vous en avez tous entendu parler, cette fameuse panne électrique où un pays entier, enfin 2, en fait, il y a le Portugal aussi, ont été paralysés
Donc, c'est-à-dire plus de train, plus de métro, plus de téléphone, plus de réseau téléphonique, plus d'internet, plus de télévision, plus rien. Plus de banques puisque les appareils bancaires ne marchaient plus de feux de circulation, donc des embouteillages monstres dans les villes. Et le roman débute ce jour-là, puisque une jeune femme qui s'appelle Emma Bosch, qui est la directrice d'une filiale espagnole d'une multinationale américaine, s'inquiète, est dans une tour qui existe, la tour Cristal, c'est la plus haute tour d'Espagne. Et elle s'inquiète pour son papa qui, lui, vit à la campagne, est très vieux et sous respirateur artificiel. Et elle se demande si le respirateur, s'il y a quelqu'un près de lui, puisqu'évidemment elle peut pas le joindre, il n'y a plus de réseau téléphonique, s'il y a quelqu'un près de lui, si le respirateur, la batterie est chargée ou si quelqu'un a pensé à la charger ou pas. Et puis même si la batterie est chargée, elle ne sait pas combien de temps va durer la Volta, hein, ça, pas Tesla, Volta. Et par chance, la batterie de la voiture est à peu près chargée. Donc elle, pour le coup, elle peut partir, sauf elle arrivera jamais au bout du chemin. Et l'enquête va commencer par elle. On va découvrir qu'elle était enceinte. Comme je l'ai dit, elle était directrice d'une filiale espagnole d'une multinationale spécialiste de la tech. Et à la tête de cette multinationale, il y a un certain Milton Gale. Alors Milton Gale, c'est quelqu'un qui a relancé la voiture électrique avec ses voitures électriques Volta, qui envoie des fusées récupérables dans l'espace, enfin en partie, qui a un réseau social sur lequel il dit des horreurs, qui n'aime pas l'Union européenne. Donc ça vous rappelle forcément quelqu'un, c'est normal, c'est pas un hasard. Milton, Elon, vous voyez ce que je veux dire. Et la question qui va très vite se poser, c'est qui était le père de cet enfant, parce qu'en fait le père ne se manifeste pas, ce qui est quand même très étonnant dans ce cas de figure. Et puis Lucia Guerrero, en creusant un peu, assez rapidement, je spoil pas beaucoup, juste un peu, elle va découvrir qu'il y a d'autres victimes qui toutes travaillaient pour cette multinationale qui s'appelait Starco et qui toutes étaient enceintes. Et à chaque fois, on ne sait pas qui est le père. Voilà de quoi parle Rupture. Merci. Et donc, vous venez de le dire, ça commence par cette panne électrique en Espagne. Pourquoi vous avez décidé de partir de cet événement-là? Parce que déjà, je voulais... l'idée, c'était d'écrire un roman avec Lucia Guerrero. L'année d'avant, j'avais publié H, qui était avec Martin Servaz, et H, comme pour ceux qui me lisent, un certain Julian Hirtman. Et là, j'avais donc... c'est une année sur deux, en fait. Hein, je fais un coup Servaz, un coup Lucia, et donc ça allait forcément se passer en Espagne. Et quand moi, j'ai vécu cette panne... J'étais avec mon ami espagnol qui est à Madrid sur WhatsApp, on était en train d'échanger, puis de d'un coup les messages sont arrêtés de rentrer dans son téléphone, il n'y avait plus qu'une coche. Donc sur le moment, j'ai pensé que son téléphone était déchargé. Et puis le temps passant, j'ai commencé à me poser des questions et j'ai allumé la télé française et j'ai vu sur les chaînes d'infos qu'il y avait cette gigantesque panne unique en son genre. Hein. C'est la première fois qu'un pays entier était paralysé de cette façon. Et tout de suite, je me dis, mais ça ferait un début parfait pour Lucia. Il y a une phrase d'Italo Calvino qui disait, la force d'un roman réside dans son début. Et là, j'avais un début très très puissant, très fort. Et alors, le seul truc, c'est qu'entre Les Effacés qui se passe en 2020 et celui-là qui se passe en 2025, il s'est passé 5 ans. Donc, on a fait un grand saut dans le temps. Tranquillement, ce qui fait qu'Alvaro, qui avait 10 ans dans le précédent, le fils de Lucia en a 15 aujourd'hui, c'est un vrai ado. Enfin, il y a plein de choses qui ont changé, donc évidemment, mais c'était intéressant en même temps, ce saut dans le temps. Et donc voilà, j'ai décidé de partir de cet événement-là, mais aussi parce que ça m'a amené à un sujet qui est la tech, qui sont tous ces gens qui sont en train de changer le monde, qui sont en train de changer notre façon de nous informer, de communiquer, de travailler, mais aussi de nous rencontrer, de nous aimer quasiment, de réfléchir, de penser, enfin, qui sont en train de bouleverser notre univers quotidien et vraiment chaque jour que Dieu fait. Et je trouvais que c'était un sujet extrêmement intéressant. J'avais depuis longtemps envie de parler d'un géant de la tech un peu comme ce Milton Elon. Et donc, du coup, là, c'était l'occasion, parce de quoi ça parle? Ça parle de la vulnérabilité de nos sociétés ultra technologiques, ultra connectées. Et plus on avance, plus on va vite dans le progrès. Et ce qui se passe technologique et technique aujourd'hui, plus on est fragile et plus nos sociétés deviennent vulnérables, parce que tout ça n'est pas vraiment sécurisé par derrière. Alors, on le voit avec l'IA, hein, en ce moment, on parle de tous les dangers que représente l'IA
pour la sécurité numérique digitale mondiale. Donc c'était un peu l'idée, et là dès que j'ai commencé à réfléchir à ça, j'ai senti que je tenais un sujet, quoi. Alors, on va revenir après sur justement l'avenir de nos sociétés, mais d'abord on va s'attarder un peu sur ce personnage de Milton Gale. Donc au tout début du roman, il y a un petit avertissement qui annonce que potentiellement il y aurait une ressemblance avec quelqu'un de très connu, donc du monde de la tech, hein, vous l'avez compris. Mais que ce n'est qu'une fiction. Voilà, bah oui, c'est parce précisé que j'ai pas quand envie même. d'avoir un bataillon d'avocats à ma porte. Et là est toute ma question. Je me demandais si le modèle, donc Elon, devait un jour lire Rupture. Ouais. Qu'est-ce qu'il en penserait selon vous, et comment en fait ne pas tomber dans la caricature? Comment ne pas en faire trop? Et voilà. Ouais, c'est un peu le but de ma question. Alors la deuxième question, la deuxième partie est plus intéressante. La première, comment il réagirait? Ben, je pense qu'il m'insulterait sur ses réseaux sociaux comme il fait d'habitude avec tous les gens qui le contrarient. Ou alors il s'en ficherait, un petit auteur français de rien du tout. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il en a à faire, Elon Musk? La deuxième partie est plus intéressante. En effet, il faut pas tomber dans la caricature. Il s'agit pas de faire un grand méchant comme on en avait moi quand j'avais 10 ans. Alors ça, c'est pour les plus vieux ici, mais je lisais des Bob Moran et j'adorais ça. J'en ai lu plein. Et Bob Moran, son ennemi, c'était l'ombre jaune. Alors c'était le génie du mal absolu, mais il y avait rien qui le rachetait, quoi. Il était intégralement méchant. Bon, c'est pas très intéressant à faire. Et puis je pense que même Elon Musk, qui est quand même un personnage assez odieux, très souvent doit avoir des côtés attachants. Juste pour créer le personnage de Milton Gay, j'ai lu à peu près tout ce qui a été publié sur Musk, en particulier la très grosse biographie de Walter Isaacson, qui avait fait la même chose avec Steve Jobs avant, mais aussi plein d'autres. Et on voit que les gens Isaacson, pour l'écrire, a interviewé, je crois, 300 personnes, d'anciens employés, qui évidemment, eux, ont un grief contre Musk, des employés actuels, les gens qui sont autour de lui, mais aussi ses anciennes compagnes, enfin plein de gens, des amis, d'anciens amis, et on voit qu'il a, évidemment, comme il n'est pas d'une pièce, il n'est pas monolithique, il a je pense, des personnes absolument épouvantables peuvent avoir des côtés attachants dans l'intimité, et c'est son cas, donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un personnage qui a de la profondeur que d'un personnage univoque, monolithique, ce qui est juste un ennemi ou un adversaire. De toute façon, c'est la qualité de l'adversaire aussi qui fait la qualité du héros. C'est ce que nous on enseigne dans les masterclass comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez pas avoir de personnage principal intéressant s'il y a un peu un adversaire à la hauteur. Et là, le personnage est absolument fascinant de toute façon, parce que c'est un génie, on peut pas le nier. C'est un génie. Il a révolutionné la voiture électrique. Il est en train de révolutionner la conquête spatiale. Et en même temps, oui, il a un côté sombre on voit, il soutient certains partis en Allemagne et ailleurs. Il dit des choses dès qu'on le contrarie sur son réseau social X. Bon, alors Milton Gay est un peu pareil, mais je trouve que Milton Gay est peut-être un peu plus subtil et nuancé que le vrai Musk, en fait. Donc en fait, il est moins caricatural. C'est quasiment la réalité qui est plus caricaturale que la fiction. Finalement, ouais. Donc dans ce roman, Rupture, mais comme dans le précédent d'ailleurs, vous accordez une place importante aux femmes. Alors notamment en donnant le rôle principal à une lieutenante, Lucia Guerrero, mais aussi par différentes thématiques abordées, telles que les violences faites aux femmes, ou là donc la place des femmes dans la société actuelle. Et donc j'avais indiqué que dans Rupture, elles font face vraiment à des mâles alpha, des masculinistes. Donc est-ce que finalement, vous essayez de faire passer un message? Est-ce que vos romans sont une forme de militantisme face à l'avenir de nos sociétés? Pas du tout. Je suis pas du tout militant. Alors il y a eu dans le passé dans le polar une école, enfin une chapelle, un courant qui s'appelait le néo-polar, que j'ai beaucoup lu et beaucoup aimé. Des gens comme Jean-Patrick Manchette, Fajardi, plus tard Rizzo, etc. Et ce néo-polar était effectivement un polar totalement militant, de gauche essentiellement, à part une ou deux exceptions près. Donc là, on avait vraiment un message qui était passé. Il y avait quelque chose de très très militant. Je pense pas être militant, que je pense pas que je délivre de messages. Comme a dit quelqu'un, les messages c'est bon pour les facteurs. Donc c'est juste, je dresse un constat de la société, enfin en tout cas de ce que me paraît être la société, de la direction qu'elle prend, ou qu'elle me paraît prendre, des dangers qui la menacent. Et après chacun se fait une idée sur la question. Moi, je mets sur la table des éléments
qui viennent à ma connaissance. Évidemment, j'enquête beaucoup pour écrire Rupture. J'ai beaucoup enquêté, je me suis beaucoup documenté. Je m'étais rendu à Seattle, dans les îles San Juan, etc. Et à Madrid, j'ai rencontré aussi les vrais enquêteurs de l'unité centrale opérationnelle de la Guardia Civile, puisque le service de Lucia Guerrero existe. Je les rencontre, je vais au siège, je me réunis avec les chefs de groupe d'enquête. Je tiens à ce réalisme, c'est très important. Je me considère comme un écrivain réaliste. Donc on part du réel, on va vers la fiction. Mais après, je me pose des questions aussi. Je me pose, comme tout un chacun, des questions à travers mes histoires. Mais je n'ai pas la réponse. La réponse, je la laisse aux philosophes, aux idéologues, peut-être aux sociologues, enfin aux scientifiques. Voilà, le romancier n'apporte pas de réponse. Il pose des questions, il dresse un constat, et chacun se fait ensuite son idée sur la question. Mmh. Donc, dans ce livre-là, pardon, comme dans d'autres, on ne lit pas seulement une histoire, mais on apprend vraiment des choses sur les sujets qui sont abordés. Donc, sur le dernier, par exemple, sur le bilan carbone des IA, les avancées technologiques, les idéologies aussi des gens de la Silicon Valley. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de mettre autant de documentation dans vos romans? Ah bah déjà parce que j'adore apprendre. Moi, je suis très très curieux. Donc, dès qu'il y a un sujet qui je m'empare dans le sujet, j'ai envie d'aller en profondeur, de creuser et de comprendre et d'apprendre. Donc, j'ai ce côté journaliste qui précède la rédaction du roman, c'est quelque chose que j'adore faire. Et puis effectivement, j'apprends plein de choses, des fois très inattendues, sur les sujets que j'aborde. Et après, j'ai envie de partager aussi, mais pas seulement d'ailleurs de ce point de vue-là. Par exemple, vous avez des musiques écoutées par les personnages dans mes romans. Évidemment, c'est les musiques que j'aime écouter moi-même. Donc, tant qu'à faire, je les glisse dans le roman et je me dis peut-être qu'il y a quelques lecteurs qui vont se mettre à les écouter aussi. D'ailleurs, ça marche, hein, parce qu'il y a plein de mes lecteurs qui sont mis à écouter Gustave Mahler parce que Servaz écoute du Mahler en longueur de journée, et j'ai écouté pas Mahler auparavant. Donc, j'aime partager avec mes lecteurs plein de choses, mes engouements, mes passions. Les deux précédents, Lucia, parlaient aussi d'art. Le premier parlait de la peinture de la Renaissance, puisqu'il y avait un tueur qui tuait des couples en apparence heureux, et sans doute qu'il était jaloux de leur bonheur, et il les tuait, et ensuite il les mettait en scène avec de la colle, etc., en imitant des tableaux de la Renaissance. C'est parce que j'ai une passion absolue pour cette peinture, le Quattrocento, le Cinquecento, la peinture italienne, les primitifs flamands. Je suis un passionné de cette peinture-là, et donc ça me permettait d'en parler en même temps. Dans le suivant, il y avait un petit musée d'art contemporain qui se trouve à Cuenca, qui est une ville absolument incroyable en Espagne. Ce musée existe. Je l'ai visité, j'ai même pu voir les coulisses parce que là, on m'a accueilli. Il y avait une exposition qui se préparait, qui allait partir à New York et un peu partout dans le monde. Et donc, il y avait toutes ces caisses, et je leur ai dit, je peux me servir de ça pour le roman. Ils m'ont dit, bien sûr. Et voilà, je suis passionné d'art, je suis passionné de musique. Donc, il y a toujours quelques personnages qui écoutent de la musique dans mes romans, où il y a toujours quelques tableaux par-ci par-là, ou quelques sujets comme ça, en plus de l'enquête policière. Voilà, et puis c'est mon univers. C'est quelque part une vision du monde. Et cette vision du monde, elle inclut la science, elle inclut l'art, peut-être un peu la philosophie. Voilà, il y a tout un tas d'ingrédients que je mets dans mes romans. Je l'ai souvent dit, je cuisine les plats que j'ai envie de manger, parce que je suis lecteur avant d'être auteur. Donc je mets dans mes romans finalement ce que moi j'ai envie de trouver sur la table des libraires quand j'achète un thriller, quoi. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vrai. Vous disiez juste avant que vous étiez un écrivain réaliste, et de fait dans les romans, ça se base en tout cas sur des faits réels ou en partie. Est-ce que parfois cette réalité surpasse la fiction? Oula, oui, souvent. Oui, c'est arrivé plein de fois en fait. C'est déjà sur Rupture, parce que là il est paru au fin mars et j'étais extrêmement pressé qu'il paraisse, parce que je voyais arriver des infos sur mon fil d'actualité. Je me disais il est temps que le livre sorte, sinon il va être dépassé tellement ça va vite. Il y a plein d'exemples. J'écrivais, alors c'est pas central dans le roman, mais à la fin du roman il est question de robots, parce que cette multinationale Starco de Milton Gay, elle fabrique aussi des robots. Et j'expliquais que il avait prévu de fabriquer 1 million de robots d'ici 2 ans. Et je m'étais dit qu'en l'écrivant, 1 million, ça fait peut-être un peu beaucoup. On va mettre 500 000. C'est un peu plus crédible. Donc j'avais changé mon texte
Et au mois de février, quand je corrigeais les épreuves du roman, j'allume ma télé assez tard le soir, j'aime bien regarder les chaînes d'infos très tard, autour de minuit. Et là, il y avait, je crois que c'est l'émission de Darius Rochemin sur LCI, quelque chose comme ça. Et là, on annonce que Elon Musk, le vrai, a passé un deal avec Tesla pour la fabrication d'1 million de robots d'ici la fin de 2027. Donc le lendemain, il était tard, donc le lendemain, j'ai appelé ma maison d'édition, j'aurais dit, bon, ben c'est plus 500 000, on remet 1 million. Voilà. Parce qu'en fait, l'actualité m'avait déjà rattrapé. Un autre exemple, et si je ne sais pas si vous suivez cette actualité-là, dans le roman, il est question de, comme je l'ai dit, de robots, mais aussi de femmes qui sont des dirigeantes de l'entreprise et qui sont inquiètes de ce que ces robots puissent être utilisés dans des cadres comme des guerres ou des conflits. Et en plus, on a l'impression que ces robots sont encore très fonctionnels, enfin qui bug pas. Et donc j'écris ça l'an dernier. Et là, au mois de mars, Anthropic, la fameuse entreprise qui commercialise Claude, l'IA, a refusé un contrat avec la défense américaine parce que la défense américaine voulait avoir une utilisation totale sans restriction de l'IA en question, et eux, ça leur paraissait trop dangereux. Donc, c'est finalement OpenAI qui a accepté le deal avec la défense américaine, ce contrat. Suite à ça, la directrice du département robotique d'OpenAI a démissionné. Et là, je me disais, waouh, on est quasiment dans le roman, quoi, dans ce que j'ai écrit l'année d'avant. Donc, oui, très souvent, l'actualité a tendance à me rattraper. Ouais. Enfin, en tout cas, à répondre. Mais après, c'est parce que de toute façon, ce que j'écris, je sais que ça a lieu ou ça va avoir, c'est imminent. Oui. Voilà. Et puis je suis bien documenté. L'exemple le plus terrible et pour moi le plus parlant, c'est à l'époque où j'écris N'éteins pas la lumière. Dans N'éteins pas la lumière, pour ceux qui l'ont lu, il y a une spationaute qui s'appelle Mila et qui tient un journal pendant qu'elle s'entraîne à la Cité des Étoiles à Moscou. Et elle explique parce que le sujet de N'éteins pas la lumière, c'est l'emprise, mais c'est aussi le harcèlement moral, mais aussi sexuel. Et elle est harcelée à la Cité des Étoiles à Moscou et ça finit par un viol. Et j'étais en train de signer, je crois, dans une Fnac Saint-Lazare à Paris, et à la fin de la file d'attente, il y avait une femme qui n'avait pas de livre, une trentaine d'années, brune, qui vient et qui me dit pour votre livre là, qui vous a renseigné? Je dis c'est de la documentation, je me suis informé, etc. Je dis non, mais il y a quelqu'un qui vous a donné les tuyaux, c'est pas possible, parce que c'est trop précis, c'est trop exact. Et vous savez très bien que Mila, c'est moi. Alors là, je me dis, ok, j'ai une folle en face de moi. Il va falloir essayer de trouver une issue. Et je dis oui, bon, d'accord. Et elle me sort une carte de visite, en plus qui avait l'air bidon, hein, toute imprimée avec MIT, etc. Et je dis, écoutez, madame, je vous connais pas. Donc, elle me dit oui. Et puis, elle m'explique qu'il y a un capitaine de gendarmerie à Rambouillet qui est sur l'affaire. Et bon, j'ai essayé d'en finir le plus vite possible. Évidemment, sur le moment, je la croyais pas. Et je rentre chez moi et je vais sur Google et cette personne est vraiment spationaute. Elle a écrit des articles pour l'Agence spatiale européenne. Et donc j'appelle, parce que je voulais pas appeler le capitaine de gendarmerie directement, j'appelle un policier que je connais. Je lui dis, Christophe, tu peux pas appeler le capitaine de gendarmerie machin et vérifier s'il y a vraiment une plainte qui est déposée. Et mon pote Christophe l'appelle et me rappelle derrière. Il me dit, tout est vrai en fait. Non seulement elle est spationaute, mais elle a déposé une plainte auprès du parquet de Paris pour agression sexuelle, etc. à la Cité des Étoiles à Moscou. C'est exactement ce qu'il y a dans le livre, dans N'éteins pas la lumière, et je ne la connaissais absolument pas. Voilà, donc des fois, oui, la réalité rattrape carrément la fiction, mais des fois c'est extrêmement troublant tellement c'est précis, quoi. Et en même temps, moi, évidemment, ce qui est arrivé à cette personne, c'est épouvantable, et j'en suis bien conscient. Je l'ai pas revu, hein. Mais en même temps, je me suis dit, d'une certaine façon, mais j'ai quand même vachement bien travaillé, quoi. Parce que pour en arriver à un réalisme tel que même une personne qui est concernée par une affaire exactement similaire pense que j'ai bénéficié de tuyaux et d'informations de quelqu'un qui la connaît, alors que c'est pas du tout le cas. Voilà, donc oui, je me considère comme un écrivain réaliste. Oui. C'est incroyable. Alors, je vais revenir là sur vos personnages récurrents.
Donc je le disais tout à l'heure, il y a d'abord eu le commandant Martin Servaz et là, depuis quelques romans, la lieutenant Lucia Guerrero. Pourquoi vous avez décidé de créer un nouveau personnage? Peut-être parce que de temps en temps, j'en ai un peu marre de Martin Servaz, je sais pas. C'est comme le vieux couple, hein. De temps en temps, on a envie de faire des choses séparément. C'est un peu ça l'idée, hein. C'est que déjà, j'avais peur que faire des Servaz tous les ans, ça finisse par lasser, y compris me lasser moi. Et j'ai quand même envie de me lever le matin avec enthousiasme quand j'écris. C'est pas une corvée, au contraire, c'est une passion. Et je veux que ça le reste. Et puis Servaz, c'est pas moi. Je l'ai souvent dit. Flaubert disait Madame Bovary, c'est moi. Moi, je suis pas Martin Servaz. Mais néanmoins, c'est quand même quelqu'un qui me ressemble un peu. Pas physiquement, hein, j'entends. C'est ma génération. Il est dans le Sud-Ouest. Moi, j'ai grandi dans le Sud-Ouest. C'est un homme. Il a un certain point de vue sur la vie et les choses qui est peut-être pas très éloigné du mien. Alors, ça dépend, hein. Il y a des moments où je lui fais dire des choses qui ne me correspondent pas, mais néanmoins, c'est quand même un point de vue globalement qui peut être le mien. J'avais envie justement de rafraîchir mon point de vue, d'offrir un autre point de vue sur la société, sur le monde, sur la vie, quitte à le faire, autant faire un changement radical. Donc, au lieu d'un homme, une femme, une autre génération plus jeune d'enquêtrices, une espagnole au lieu de française. Pourquoi? Parce que moi, je connais très bien l'Espagne. Ma mère est née en Espagne et j'ai encore de la famille là-bas et des amis, etc. Et j'y vais assez régulièrement. Voilà. Donc, et puis en plus, l'Espagne, ce qui m'intéressait avec l'Espagne, c'est parce que c'est un pays que je connais très bien. Et il y a beaucoup de choses, de mots, de problèmes, mots MAUX, c'est le problème, qui sont communs à la France et à l'Espagne. Et en même temps, il y a des fois des manières différentes de les traiter, y compris des manières différentes pour la police et la Guardia civile de travailler. Et ça m'intéressait beaucoup. Donc c'était un peu ça l'idée. Après, comment je l'ai fait pour créer Lucia, c'était quand même un sacré défi. Imaginez une femme d'une quarantaine d'années, alors que moi je suis un homme dans la soixantaine. Il faut. Donc en fait, j'ai pris un modèle. J'ai pas eu à chercher très loin du reste. Et j'ai pris un modèle qui ressemble beaucoup à Lucia, tant physiquement que psychologiquement, que moralement aussi. C'est une personne d'une grande rectitude. C'est aussi une personne, je l'ai dit souvent pour employer un langage contemporain qui est assez badass. Donc voilà, qui a un caractère comme ça, et puis mais en même temps très droite, et puis physiquement elle lui ressemble, y compris pour les tatouages. C'est pas les mêmes, mais il y a pas mal de tatouages aussi. Il y a qui portent des blousons en cuir l'hiver. Donc voilà, je me suis basé sur un modèle et en plus ça me donne un filet de sécurité parce que comme c'est une de mes premières lectrices, sinon la première lectrice, si je raconte des bêtises, je vais le savoir très vite. Alors justement, puisque elle a un modèle dans la vie et que ce modèle lit vos romans, ouais. Est-ce qu'elle met son veto parfois? Elle me dit oui, ça c'est pas sérieux, c'est pas Lucia. Elle me dit ça, moi ça c'est n'importe quoi, c'est pas Lucia. Lucia ferait pas ça ou elle dirait pas ça. Et là je dis ok, bon, on va changer. Oui, avec elle est aussi coriace que Lucia, donc c'est pas la peine d'insister. Hein. Vaut mieux changer. Vaut mieux changer. Et alors là, j'ai une question très sérieuse. Par rapport donc à vos deux personnages récurrents. Si Lucia Guerrero et Martin Servaz devaient un jour enquêter ensemble, lequel énerverait l'autre en premier? Oh, waouh. Je pense que Lucia énerverait Martin parce que Martin aussi énerverait, je pense qu'ils s'énerveraient mutuellement en fait. C'est pour ça que j'hésite à le faire. Je pense que Martin, elle est plus dans l'action, elle est plus fonceuse que lui. Donc, elle serait sans doute énervée parce que lui, il serait plus réfléchi derrière doucement. Ne nous précipitons pas. Et elle l'énerverait à lui parce que justement, elle voudrait foncer tout de suite. Et puis le problème, c'est qui prendrait le lead dans l'enquête. Jusqu'à présent, j'ai un personnage principal et des adjoints, donc c'est facile. Mais là, si j'ai les deux ensemble, qui va, comme on dit aujourd'hui, qui va prendre le lead, qui va vouloir tenir le manche? C'est pas évident, hein. Mais pour l'instant, j'ai même pas réfléchi à ça. J'allais dire, c'est un projet. Non, pour l'instant, c'est pas dans les tuyaux. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de lectrices et de lecteurs qui m'en ont parlé de ce crossover. Il y en a même qui viennent avec des idées. Hein. J'ai des lecteurs qui ont des idées pour moi, c'est formidable. Hein. J'ai pas besoin de réfléchir. Je me rappelle une fois, j'ai un lecteur qui est venu, je sais plus où c'était. Il me dit alors moi j'ai une idée pour que Servaz rencontre Lucia. Parce qu'il y a une vallée dans les Pyrénées, et c'est vrai ça, il y a une vallée dans les Pyrénées où c'est traditionnellement, depuis très longtemps, les bergers français
propose aux bergers espagnols de venir faire la transhumance et les estives côté français. Donc ils passent la frontière, les bergers espagnols passent la frontière avec leurs troupeaux, avec l'accord des bergers français. Ça existe, je sais plus où c'est dans les Pyrénées. Et donc, si un berger espagnol, avec son troupeau, a passé la frontière, est assassiné, il va falloir la police française et la Guardia civile espagnole. Il avait tout prévu. Il n'y avait plus qu'à l'écrire. Ouais. Pourquoi pas? Ouais, bon, je sais pas, on verra. Je suis pas sûr. Et alors, en dehors de ces personnes qui viennent vous donner des idées, est-ce que vous vous servez de l'IA pour avoir des idées? Pour avoir des idées, non. Alors, je me sers de l'IA depuis très très peu de temps, en fait. Quand avec Rupture, évidemment, il a fallu que je me penche sur la question et que je commence à télécharger l'IA pour voir un peu comment ça marche et comprendre un peu ce que ça représente en termes de danger aussi pour. Donc, je m'en sers depuis très très peu de temps uniquement pour ce que je faisais avec Google avant. Quand j'avais besoin d'une info, avant de lire des ouvrages spécialisés ou d'aller rencontrer des spécialistes, la première chose qu'on fait sur Google, c'est comme quand on va rencontrer quelqu'un, on tape son nom. Avant, j'allais sur Google et je tapais la question, par exemple, intelligence artificielle, danger, c'est pour la société ou des choses comme ça, mais je voyais les articles qui sortaient. Bon, mais maintenant, je fais la même chose avec l'IA, c'est-à-dire, je dis, quel danger représente ou quel... Enfin voilà, mais c'est juste pour débroussailler au départ et après je vais approfondir la recherche par d'autres moyens parce que déjà l'IA dit beaucoup de bêtises, elle se trompe très souvent. Et puis alors j'ai essayé aussi je lui ai demandé de me donner des idées pour voir ce que ça donnait. C'est pas très concluant quand même. C'est pas génial. Je me rappelle, mais ça c'était il y a 2 ans, donc ça évolue très vite. Hein. J'étais avec Franck Hillier, justement, il avait demandé, il y a 3 ans, on était à Lille, il avait demandé à l'IA d'écrire 4 pages dans le style de Bernard Minet. Alors, il y avait de la neige. Il y avait un tueur en série. Mais à part ça, c'était pas génial. Enfin, j'espère que j'écris mieux que ça, sinon, vous seriez peut-être pas là. Et voilà, donc, oui, une fois aussi, j'ai fait une expérience, ça fait quelques années, j'avais demandé d'imaginer une sorte de ils étaient 10 dans les Pyrénées. C'était un milliardaire qui invitait un certain nombre de personnes dans son chalet ultra moderne tout en haut de la montagne et puis ils mouraient les uns après les autres et d'imaginer chaque personnage qui était autour de la table et qui était le coupable le plus insoupçonnable. Et donc il y avait un alpiniste, il y avait un scientifique, tenait la route, sans plus, mais bon, c'est pas très original non plus. Et ChatGPT m'a répondu, le coupable le plus insoupçonnable, c'est le milliardaire. Et là, je m'étais dit, bon, d'accord, on est encore loin du compte. Oui, mais ça évolue très vite, hein, ça, je l'ai dit. Oui. Mais là, par exemple, sur Rupture, pendant cette fameuse panne d'électricité où tout le pays était à l'arrêt, les chaînes de télévision espagnoles ont continué à diffuser, mais il n'y avait plus personne pour les regarder, ou presque, hein, à part ceux qui avaient des antennes Starlink. Et avec des groupes électrogènes, sur certaines chaînes, le plateau était même dans le noir, il y avait juste les présentateurs qui étaient éclairés. Et quand j'ai écrit ça, mes correctrices de la maison d'édition me renvoient le texte en me disant, Bernard, c'est impossible, il n'y a plus d'électricité, les chaînes de télévision peuvent pas continuer à fonctionner. Et je me suis dit, elles me prennent vraiment pour une buse, quoi, comme si j'avais pas vérifié mon truc. Et donc comme ça, à tout hasard, je vais sur ChatGPT, je lui dis, mais je savais en fait qu'elles avaient continué à fonctionner parce que j'ai vu même un article d'El País qui décrivait en détail comment les chaînes avaient pu continuer à travailler. Et donc je lui dis, ChatGPT, est-ce que les chaînes de télévision espagnoles ont continué à fonctionner pendant la grande panne? Et ChatGPT me répond, non, pas du tout, il n'y avait plus d'électricité, le pays était paralysé, les chaînes n'ont pas pu continuer à fonctionner. Et là, je lui dis, ChatGPT, tu te trompes, en fait. Et là, ChatGPT me répond, ah oui, je m'excuse, j'ai fait une erreur, en effet, et il me développe comment chaque chaîne, Antena 13, Quattro, etc., avait continué donc en fait, il faut vraiment s'en méfier. Puis j'en discutais avec quelqu'un qui est dans la salle il y a un quart d'heure, qui est passionné par des ouvrages historiques et qui fait des recherches sur ChatGPT, et ChatGPT lui sortait quand il lui demandait quelles sont tes sources, ChatGPT lui citait des sources qui n'existent pas en fait, des ouvrages historiques qui n'ont jamais été publiés ni jamais écrits. C'est extraordinaire. Merci. Vous disiez tout à l'heure que quand vous écrivez sur un lieu, vous allez sur place, vous rencontrez des gens. Est-ce que vous avez une petite anecdote de quelque chose qui vous auriez vécu J'en ai 1000, si on va y passer la journée.
Alors une qui marque peut-être plus. Il y en a plusieurs, mais une à laquelle je pense, je l'ai souvent citée, c'est pour écrire une putain d'histoire. Une putain d'histoire, pour ceux qui l'ont lu, ça se passe dans les îles San Juan, au large de Seattle, qui sont des îles absolument merveilleuses, montagneuses, couvertes de forêts de sapins. Il pleut quasiment tout le temps, c'est une atmosphère incroyable. Et là-bas, évidemment, les lycéens, il n'y a pas de lycée sur ces îles, elles sont sur le continent. Donc les lycéens prennent le matin et le soir le ferry, comme ici prendrait le bus. Et la première scène du livre, c'est le narrateur Henry qui se dispute avec sa petite amie Naomi sur le pont du ferry à l'extérieur, une dispute un peu violente. Et d'ailleurs, elle manque de tomber à l'eau presque à un moment donné. Et ils sont filmés par les caméras de surveillance. Et puis Naomi s'enfuit dans le ferry, il la cherche partout, il la trouve pas. Et le lendemain, on va trouver le cadavre de Naomi sur une plage. Et évidemment, comme cette dispute a été filmée, il va être le premier suspect. Et donc, il faut qu'il trouve le coupable. Et donc, je me suis rendu avec un ami dans ces îles San Juan. On a pris le ferry, je monte sur le ferry et je voulais que ça, tellement j'avais le souci de véracité, je voulais vérifier qu'il y avait bien des angles morts. C'est-à-dire que Naomi pouvait disparaître ou monter dans une voiture sans qu'il y ait une caméra de surveillance qui l'ait filmé à bord du ferry. Donc je monte à bord du ferry, je commence à faire un plan du ferry, à mettre des croix là où il y a les caméras de surveillance et à les photographier une par une. Et au bout de à peu près 10 minutes, je vois arriver un grand type de 2 mètres de haut, avec des lunettes noires, un pétard, un micro marqué Homeland Security, et qui s'approche comme ça, un flic américain, et qui me dit « Mais pourquoi vous photographiez les caméras de surveillance ?» Wow, I am a French writer. Et elle lui a expliqué après que vous êtes un écrivain de polar français. Ouais, bon, il a fini par le croire. Ça devait être tellement bizarre ça lui a convenu comme réponse. Non, voilà pourquoi, à quel point des fois je pousse le réalisme. Après, s'il y a quelque chose qui me contrarie et qui contrarie mon histoire, je peux prendre des libertés avec un autre exemple, c'est pour M. Le bord de la Bible. Il y a une poursuite, pour ceux qui l'ont lu, vous en souvenez peut-être, il y a une poursuite dans le marché de Lockhart Road, qui est un marché de Hong Kong, où la moitié, d'ailleurs c'est un marché, il faut voir comment c'est, hein, c'est la moitié des stands de vendeurs de poissons, de viande, de légumes, etc. sont fermés par les services sanitaires. Et l'autre moitié, on se demande pourquoi ils sont restés ouverts. Parce que moi, je me rappelle, il y avait un type comme ça qui était torse nu, en sueur, qui coupait son poisson avec la cigarette au bec, et je voyais la cendre qui tombait sur le poisson. Il y avait plein de sacs en plastique pendus partout avec du sang, des machins, c'était très... Et donc, j'ai imaginé une poursuite dans ce marché de Lockhart Road. Et c'est un flic qui se lance à la poursuite d'un criminel, enfin d'un suspect. Le suspect s'enfuit, donc il va regarder dans le local technique où il y a les compteurs. Il remonte aussi un couloir interdit au public, une salle où il y a du sang sur les murs. Il y a une 50aine de poulets qui flottent dans une bassine. Bon, ben, en fait, pour écrire cette scène, je suis rentré dans le local technique, j'ai photographié les compteurs et tout, alors qu'il y avait bien marqué interdit au public, hein, dessus, en anglais. Et alors j'avais mon ami qui faisait le P, elle regardait partout s'il n'y avait pas un flic hongkongais qui se pointait ou quelqu'un. Et après il y avait ce fameux couloir interdit au public aussi, et je savais pas ce qu'il y avait au bout du couloir, je voyais qu'il y avait une salle. Et je me dis tiens, ça a l'air sympa ici, je vais y aller. Donc pareil, elle faisait le P, moi je suis remonté dans le couloir, photographié partout, puis je suis ressorti, et je me sers de ce genre d'expérience pour ensuite décrire des lieux qui en fait existent, et très très souvent, à de très rares exceptions près, les lieux qui sont dans mes livres sont des lieux réels. C'est risqué donc la vie d'écrivain. Wow, ça va, je ne pense pas qu'il m'aurait mis en prison pour si peu, ça m'étonnerait quand même. Enfin, j'espère. On sait jamais. Alors de manière générale, les auteurs de polar disent que pour écrire un roman policier, il faut énormément observer la société et les gens donc autour de soi pour pouvoir susciter des émotions. Et donc je me demande quelle est la meilleure qualité pour écrire un roman policier. Ouais, le sens de l'observation. Hier, on était avec un professeur au lycée. Il avait un t-shirt, je sais pas si tu te souviens, avec 2 vis qui se croisaient. Oui. Le seul qui l'a remarqué, c'est moi. Et les autres qui sont professeurs et qui le voient tous les jours, ne se sont même pas posé la question pourquoi il y avait 2 vis qui se croisaient sur son t-shirt. C'est moi qui lui ai demandé, mais c'est quoi ces 2 vis? Et en fait, c'est comme ça qu'on a appris toute l'histoire des 2 vis sur son t-shirt. Donc voilà, il faut quand même être toujours un peu en train de regarder les antennes sorties. Moi,
aussi beaucoup sur l'actualité, beaucoup. Mais dans ma bibliothèque, pour donner un exemple, il y a énormément d'essais. Il y a des ouvrages de vulgarisation scientifique, il y a des essais philosophiques, il y a, là, ces derniers temps, un des derniers essais que j'ai lus, alors j'avais déjà écrit le livre, donc c'était Les Lumières sombres d'Arnaud Miranda, qui parle de l'idéologie néo-réactionnaire qui sous-tend que partagent tous ces géants de la tech, hein, les Peter Thiel, les Curtis Yarvin, enfin tous ceux qui sont derrière ces géants de la tech aujourd'hui. Il y a une idéologie qui est masculiniste, qui est néo-réactionnaire, qui est antidémocratique aussi. Ils n'aiment pas beaucoup la démocratie. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas trop l'Europe non plus. Voilà, donc ça c'est un des ouvrages que j'ai lu récemment. Je suis tout le jour en train d'apprendre, y compris dans les livres, y compris de tout ça. Alors je pense que l'observation, la curiosité évidemment, ça va de soi, parce que si vous n'êtes pas curieux, il vaut mieux faire autre chose. L'esprit logique ou l'esprit de hypothético-déductif, comme on dit pour Sherlock Holmes, pas trop, non. Parce qu'en fait, par exemple, Servaz est un super enquêteur. Moi, je serais nul si j'étais un véritable enquêteur, je sais, parce que j'ai pas du tout l'esprit logique. Donc, de temps en temps, voilà, je pense que je suis pas du tout Martin Servaz de ce point de vue-là. Mais je pense qu'il faut avoir de la curiosité, il faut avoir la curiosité, ouais, et l'envie d'apprendre. Je pense c'est essentiel. Je crois que c'est l'envie d'apprendre qui me meut avant tout. Bah, je vois mon confrère et compère Franck Tilly, c'est pareil. Il y a toujours des aspects scientifiques dans ses romans. Il y a toujours des choses comme ça. C'est vraiment et puis il faut se tenir. Alors après, il y a aussi une grande difficulté et ça dépend le genre de roman qu'on écrit. Moi, j'écris des thrillers, mais des thrillers, comme je le répète encore une fois, réalistes. Donc les techniques policières évoluent très vite et changent très vite. Par exemple, il y a 10 ans, il fallait une quantité d'ADN significative pour faire une analyse. Aujourd'hui, il faut des quantités infinitésimales, quasi microscopiques. Avec ça, on arrive à détacher un profil ADN. Donc tout ça, il faut se tenir au courant, évidemment. Vous voulez une autre anecdote? J'en ai une. Ouais. C'est dans la chasse. Dans la chasse, il y a, puisqu'on parle de police scientifique, dans la chasse, il y a un policier corrompu. Servaz a retrouvé une trace de sang sous un pont et c'est son ADN à lui. Et donc, si son ADN est identifié, évidemment, ça va le mettre en danger. Donc, il décide, comme vous le savez, une fois qu'on a prélevé un ADN ou une trace de sang ou quelque chose, il y a ce qu'on appelle un scellé, et le scellé va être conservé jusqu'à analyse. Et donc, il décide de récupérer le scellé avant qu'il soit analysé, parce que sinon, il est fichu, il est foutu. Et ça se passe dans l'hôtel de police de Toulouse. Et dans l'hôtel de police de Toulouse, vous avez les policiers, les services d'enquête, et vous avez un laboratoire de biologie, où sont les scellés tels que l'ADN, le sang, etc. Et donc, pour faire que ça soit réaliste, qu'ils puissent voler ces scellés dans l'hôtel de police, j'ai appelé, évidemment, les gens que je connais au laboratoire de biologie. Je leur ai dit, bon, j'ai besoin de voler un scellé dans le laboratoire, comment je fais? Et là, ils me répondent, tu sais, Bernard, c'est très facile. Il y a bon. Et alors, une fois que le policier est dans l'hôtel de police, hein, mais cela dit, il passe 2 à 3 000 policiers par jour dans l'hôtel de police. Donc, et puis, c'est quand même très grand. Donc, c'est très facile. Le matin, les femmes de ménage viennent, lavent les sols, et pour que ça sèche, alors qu'il y a de la biométrie, il y a des caméras partout, il faut taper des codes, et pour que ça sèche, elles laissent la porte de secours ouverte à l'arrière. Je dis, waouh, mais si j'écris ça, personne ne va me croire. C'est trop facile à la limite. Et finalement, je l'ai écrit. Et ça se passe comme ça dans le roman. Il rentre, il a une casquette, des lunettes noires, parce qu'il y a une caméra, et puis il passe dessous, il prend son séché, il repart, il n'y a personne. Les sols sont en train de sécher. Et effectivement, on voit comme jamais qu'il n'y avait personne à cette heure-là. Les gens ne sont pas encore arrivés. Et je suis sûr qu'il y a des lecteurs qui se disent, mais Minier, il s'est pas fatigué, quoi. Hein. Franchement, sa solution, elle tient pas la route. Qui va y croire? En fait, c'est réel. Je leur ai dit, ils sont dans les remerciements, je leur ai dit, vous êtes sûr que je peux publier ça? Je peux écrire ça? Vous êtes sûr que votre patron, il va pas faire la tête? Il m'a dit, vas-y, écris-le. Alors je me suis dit, peut-être qu'ils veulent justement que je l'écrive pour pouvoir dire après au patron, vous arrivez quand c'est facile. Ouais. C'est pas sécurisé. Donc voilà, je l'ai écrit. Et c'est dans la chasse. Donc vous avez des contacts au sein de la police, un peu partout, pour pouvoir justement rendre réalistes les romans? Ah oui, la preuve, j'ai la police de Toulouse, mais j'en ai aussi à la Guardia Civile pour Lucia Guerrero, puisque je me réunis avec eux au siège dans la banlieue de Madrid, près de Barajas, l'aéroport, ils ont leur siège là-bas. C'est pour ça que dans les romans, j'ai décrit les pistes
d'atterrissage qu'on voit depuis les fenêtres. Pour écrire une putain d'histoire, j'étais parti à Seattle. J'avais rencontré des membres du Seattle Police Department, des membres de la brigade criminelle de Seattle, des membres de les shérifs aussi, le shérif des îles San Juan, puisque cet archipel, il y a un service de shérif, et il faut savoir que les shérifs sont des gens élus. Le shérif de Bellingham aussi, qui est la principale ville sur le continent, parce que aux États-Unis, les États sont divisés en comtés, comme on sait. Et là, c'est le Whatcom County, et le Whatcom County Sheriff Office, c'est 80 policiers. Et en plus, c'est un endroit qui est aussi une prison. Et là, c'est pareil. Je vais vous en raconter encore une autre. C'est un peu rigolo, les anecdotes. C'est 80 policiers, mais il y a plein de membres de gangs latinos qui viennent de Californie, qui sont fermés là, parce que comme il y a la frontière canadienne, ils essaient de contrôler le trafic de drogue à travers la frontière canadienne, et donc ils sont tout le temps en guerre, les gangs de Californie qui montent dans le nord, avec les Hells Angels canadiens qui veulent aussi le contrôle du trafic de drogue à travers la frontière. Donc il y a cette guerre, et donc il y a beaucoup de membres de gangs latinos, et cette prison qui est aussi un service de police est ultra sécurisé. Et là, j'ai réussi à la visiter un peu de chance. J'étais donc avec mon ami Christophe qui est policier à Toulouse et qui me servait de chauffeur. C'est un spécialiste des filatures. Donc, on avait une grosse, pour une fois, le bilan carbone pas terrible, mais on avait loué un gros truc à l'américaine. Et on était dans un restaurant la veille et une serveuse absolument charmante. Christophe avait décidé d'engager la conversation avec elle. Donc il lui dit, vous avez en face de vous un célèbre écrivain français. Alors la serveuse me dit, ah yes, oh wow. Elle me demande, vous écrivez quoi? Je lui dis, des romans policiers. Elle me dit, ah, ça vous intéresse de visiter les services du shérif? Et je dis, bah évidemment que ça m'intéresse. Elle me dit, parce que je les connais très bien. Les shérifs aux États-Unis sont des personnalités élues, donc ils font des campagnes électorales. Et elle et son compagnon avaient participé à la campagne électorale du shérif qui a été élu, donc c'est des amis. Elle me dit, bah écoutez, si vous voulez, demain j'organise un rendez-vous à telle heure. On se retrouve dans la prison, enfin la porte, et je vous présenterai. Et je dis, ah ben génial. Donc le lendemain, je me pointe devant la porte, sauf que j'avais oublié mon passeport. J'avais pas sur moi, j'ai aucune pièce d'identité. Et le type qui est à l'entrée, là, au niveau du SAS, qui donne les badges pour pouvoir entrer, parce que c'est quand même une prison ultra sécurisée, m'a dit, ah non, vous avez une pièce d'identité? Là, je fouille. Je dis, ah ben non, zut, j'ai rien sur moi. Et il me dit, ah non, mais je peux pas vous laisser rentrer, monsieur, si c'est une prison, c'est ultra sécurisé, tout ça. Et là, la serveuse du restaurant qui nous avait accompagnés, Christophe et moi, elle dit, ah, don't worry, he's a very friend of mine. T'en fais pas, c'est un très bon ami. Alors qu'on se connaissait depuis la veille, hein. Et là, le mec, il dit, bon, bah, ok. Il m'a filé le badge et on est rentré, on a visité la prison, on a rencontré le shérif. Il y avait un criminal analyste aussi qui était là, spécialiste des gangs, avec qui j'ai parlé pendant 2 heures, en prenant pleine note au détour. Et les gars ne savaient même pas qui j'étais, puisque j'avais pas de pièce d'identité. Et ils m'ont filé plein et du reste, quand vous lisez une putain d'histoire, à la fin, il y a des remerciements, il y a 3 pages de remerciements, ils sont dedans. Le criminal analyste, le shérif de Bellingham, et on a parlé pendant 3 heures autour d'une table, sauf que moi je prenais des notes, et eux ne savaient pas en fait à qui ils s'adressaient, quoi, parce que la serveuse en question, elle me connaissait depuis même pas 24 heures. Donc la sécurité aux États-Unis, on dit que c'est des fois, ouais, alors que dans les aéroports ils sont comme ça, mais là, ouais. Mais alors, est-ce que c'est difficile entre guillemets de leur soutirer des informations? Pas du tout. Ouais, j'allais dire, ou alors est-ce qu'ils sont un peu frileux de dévoiler les coulisses? Ah non, absolument pas. Ils sont comme tout le monde. Tout le monde adore parler de son métier. Donc ils adorent parler de leur métier. Alors, à une nuance près, parce que j'ai parmi mes amis aussi, en fait parmi les gens que je connais, il y a un certain Olivier Truc que vous connaissez peut-être, auteur de polar scandinave. Lui, il est journaliste et romancier. Et lui, ça lui pose un problème, la casquette de journaliste. Parce qu'évidemment, un journaliste qui vient à l'hôtel de police, toutes les portes se ferment, hein. Et c'est très, très compliqué. En revanche, si vous êtes juste romancier, au contraire, là, les portes s'ouvrent. Ils adorent parler de leur métier. Et pour eux, un romancier, c'est pas un journaliste. Ils savent que vous n'allez pas balancer des infos comme ça, qu'ils ont pas envie de voir publier. Vous écrivez un roman, vous écrivez pas. Donc, et puis vous leur demandez, moi je leur demande toujours ça, est-ce que j'ai le droit de publier ou pas? Oui. Est-ce que j'ai le droit d'en parler ou pas? J'ai encore un autre exemple, c'était avec la Guardia Civile espagnole pour l'écriture des effacés, justement. À la fin, il y a une scène où un personnage important rencontre Lucien Guerrero dans une alcôve d'un restaurant, son garde du corps vérifie qu'elle n'a pas de micro sur elle, et on lui enlève son téléphone.
Sauf que lui-même a laissé le téléphone sur sa table, et il vient de passer quelques messages juste avant, et le micro de son téléphone va être activé à son insu par les collègues de Lucia qui sont dans une pièce à côté. Je voulais être sûr que ça marche. Je vérifie toujours, enfin la plupart du temps, mes infos. Donc déjà, bon, je connais des écrivains qui auraient juste écrit le truc et puis basta. Moi, d'abord, j'ai cherché s'il y avait une loi en Espagne qui autorisait ce genre de choses. Si on pouvait faire la police pouvait faire ce genre de choses. Il y a une loi qui s'appelle la loi Lecrim, qui est de 2015, qui autorise dans certains cas particuliers, et le cas de mon roman correspondait, avec autorisation d'un juge évidemment, d'activer à son insu le micro du téléphone d'une personne. Donc, j'ai été voir les chefs de groupe d'enquête de l'unité centrale opérationnelle de la Guardia Civile. Je leur ai dit, voilà, j'ai une scène, je vais écrire cette scène-là, j'ai vu cette loi-là qui autorise à le faire dans tel cadre. Est-ce que j'ai le droit est-ce que je peux l'écrire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est exact ou est-ce que, et ils m'ont répondu, bah, ils sont regardés d'abord entre eux, et puis, ils finissent par se tourner vers moi, ils me disent, bah, c'est vrai, mais ça nous arrange pas que vous l'écriviez. Et donc, je leur ai dit, bah, je l'écris ou je l'écris pas? Puis, ils ont dit, ouais, allez-y, écrivez-le. Et donc, je l'ai écrit. Et je suis rentré ensuite en France et j'ai vu des policiers français que je connais. Et je leur ai dit, voilà, en Espagne, ils ont le droit de faire ça dans tel cadre avec une autorisation d'un juge. Est-ce que vous pouvez le faire? Et ils m'ont dit, ah ben non, nous, on peut pas. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'activer. Et ils m'ont dit, c'est pas possible. Et j'en ai pas reparlé avec un policier il y a pas longtemps qui m'a dit, c'est toujours pas possible. Ça a été validé, je crois, par le Conseil constitutionnel ou quelque chose comme ça. Donc, il y a des choses qu'on peut faire en Espagne et qu'on peut pas faire en France. Et inversement. Mais je voulais à tout prix, pour cette scène, vérifier que c'était possible. Pas juste dire, ah bah, il a activé le micro et basta, quoi. Ouais. Et j'ai donc une dernière question qui nous brûle tous les lèvres. Y a-t-il un projet en cours, un prochain roman, une prochaine adaptation, quelque chose dans les tiroirs? Alors déjà, il y a un roman comme projet, il y a un roman à écrire, évidemment. Oui, oui, il y a un Servaz qui se profile à l'horizon, mais j'ai pas commencé à l'écrire encore. Je suis juste en train d'y réfléchir. Il y a aussi 2 projets d'adaptation en série, puisqu'il y avait une série avec Glacé, comme vous savez sans doute, qui est diffusée pendant longtemps sur Netflix. Là, il y a un projet français avec une grande grosse maison de production française que tout le monde connaît plus ou moins, pour adapter les Servaz. Et ils veulent même refaire, alors je sais pas s'ils le feront, mais ils veulent même refaire Glacé. Donc il y aurait 1 ou 2 romans par saison. Et la première saison, il reprendra Glacé apparemment, ce qui est assez étonnant puisque ça existe déjà. Et il y a un deuxième projet, c'est une grande maison de production espagnole très importante, qui a fait plein de films avec plein de gens connus et qui veut elle adapter tout ce qui est les romans avec Lucia Guerrero. Parce qu'évidemment, on va pas demander, je l'ai souvent dit, on va pas demander à Marion Cotillard de jouer Lucia Guerrero avec l'accent. Pas possible. Donc voilà. Bah, cela dit, je le fais moins bien que le professeur hier, qui j'avais l'impression d'écouter Salvador Dali hier après-midi quand il faisait c'était quand même, il manquait que la moustache. Et donc il y a 2 projets, un projet espagnol, un projet français d'adaptation en série. Après, je touche du bois ou je croise les doigts ou je serre les fesses, je sais pas. Parce que on sait tous que entre le point de départ, il y a tellement de projets qui ne se concrétisent jamais. Donc j'espère qu'au moins un des 2, sinon les 2, va se concrétiser. Ouais. Il y aura un roman, quoi qu'il en soit, qui arrivera. Ah ben le roman, oui, le roman ça ne dépend que de moi. Donc si tout va bien, il y aura un roman. Oui. Bon, bah ça c'est déjà très bien. Merci beaucoup pour ce temps d'échange. Merci encore à la médiathèque, je cherche, ils sont un peu partout. À la médiathèque L'Albatros de nous avoir accueillis ce matin. On peut faire quelques petites questions. Bah oui, il y a souvent des questions dans le public. Il y en a, j'allais dire, mais... Soyez pas timide. Faire un constat parce qu'en fait, pas du tout lectrice de polar, donc enchantée. Donc cadeau. On bien quand même de vous le dire. J'ai beaucoup lu quand j'étais jeune, sur le ado, en terminale, j'ai beaucoup de livres sur Chinatown. Ouais. En fait, j'ai absolument adoré le moyen de retrouver les noms d'auteurs. Maintenant, je sais plus, ça me tombe bien de structure. Ah ben je vous invite à le lire, oui, bien sûr. Oui, mais bon.
sur le domaine de génération. J'aime bien votre réalité. Ah ben oui, enfin, c'est pas une réalité toujours très agréable, mais oui, Oui. moi je considère qu'il faut avoir ce souci du réel. Et puis voilà, je sais que Franck, par exemple, il a le même souci que moi de vérifier ses informations quand il part, quand il écrit. Après, il y a d'autres auteurs qui sont un peu moins portés sur le réel, qui écrivent des choses très intéressantes. Mais moi, dès que j'ai le sentiment en fait, que l'auteur prend des libertés avec la réalité, prend trop de libertés avec la réalité, ou peut-être il l'ignore, j'ai du mal à continuer à poursuivre la lecture. Et aussi brillante l'intrigue soit-elle, ou même si l'imagination de l'auteur est formidable, j'ai besoin voilà, c'est Patrick Modiano, alors, toute proportion gardée, on est d'accord, il est prix Nobel de littérature, lui, qui dit je pars du concret pour aller vers la fiction. Ben, je crois que on fait tout ça quand on est des écrivains réalistes. Non, mais en fait, c'est une réalité générale qui fait partie de votre personne. Le projet de faire une série, ça, savoir si vous arrivez à vous mettre en recul, si ça se fait bien. Oui. Bah oui. La série, de toute façon, j'ai pas le choix, ça ne dépend pas de moi, donc malheureusement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Oui, là-haut. Ah. Oui. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes lecteur avant d'être auteur. Oui. Quels sont vos lectures, vos auteurs préférés, vos modèles? Alors, mes lectures, mes auteurs préférés, mes modèles, dans cet ordre. Je lis beaucoup d'autres choses que du polar, en fait. J'en lis pas tant que ça, du polar. Alors, j'en lis quelques-uns, ça m'arrive, ceux de Franck en particulier, parce que de temps en temps, il me colle dedans, donc, il vaut mieux que je sois au courant. La fois suivante, quand je le rencontre, s'il y a Bernard Millet dans un de ses bouquins, il vaut mieux que je m'en sois aperçu, sinon il va s'apercevoir que je lis pas ses livres. Donc je les lis, j'en lis d'autres avec plaisir, évidemment. Je lis quelques confrères aussi, mais je lis beaucoup d'essais, je lis beaucoup de littérature générale. Là, les derniers livres que j'ai lus, c'est parce que j'ai été la semaine dernière à Prague pour présider le jury du prix Goncourt pour la République tchèque. Il faut savoir que l'Académie Goncourt organise des prix Goncourt dans plusieurs pays d'Europe, et on m'avait nommé président du jury pour la République tchèque. Et donc les livres sélectionnés, c'était Natacha Pana, La nuit au cœur, qui est un remarquable livre sur les féminicides et la violence faite aux femmes. Il y avait Yannick Alarens avec Passagère de nuit, il y avait La collision de Paul Gaznier, et puis Le Bel Obscur. Donc j'ai lu ces ouvrages-là qui ne sont pas du tout des polars pour l'occasion. Voilà, je lis des essais. J'ai parlé des Lumières sombres d'Arnaud Miranda sur les idéologies des gens de la tech, mais je lis aussi de la poésie, du théâtre, beaucoup de choses. Je suis en train de relire un peu Simenon ces derniers temps, ce qu'on appelle les romans durs, c'est-à-dire ceux sans maigrir. Voilà, je peux lire de la science-fiction, enfin, ça peut être la Masio, ça peut être plein de choses. Je lis beaucoup de choses très très différentes. J'ai une grande bibliothèque et il y a une étagère quasiment pour chaque genre ou beaucoup de littérature étrangère aussi. J'en ai beaucoup lu dans ma vie. Après, le deuxième, c'était mes modèles. Alors, les modèles, un de ceux qui m'a donné envie d'écrire des romans policiers, c'est Eling Mankell. Dans les années 1990, il y avait ce formidable auteur suédois avec son personnage de Wallander, parce que ce qui m'a attiré l'attention chez Mankell, c'est que c'était pas comme chez Agatha Christie, il y avait l'enquête policière, mais finalement l'enquête policière était pas non plus, il y avait plein d'autres choses qui se passaient autour de l'enquête policière. On voyait le personnage de Wallander vieillir, évoluer, son père qui tombait malade, sa fille, etc., qui grandissait. Il y avait vraiment la vie qui passait dans les romans. C'était pas juste une enquête policière, on résout l'enquête et on passe à autre chose. Il y avait vraiment des personnages très incarnés, très très vivants. Et ça, c'est là que je me suis dit, ça c'est intéressant. Et évidemment, ça parlait aussi de la société suédoise, hein, de l'envers du miracle suédois. Donc ça, je me suis dit, ça c'est vraiment intéressant. C'est pas juste une enquête policière, ça va bien au-delà. Et c'est sans doute un de ceux qui m'a le plus inspiré. En plus, Wallander n'était pas le cliché du flic alcoolique, flingueur, borderline. Enfin, on en connaît plein. Hein. Non, c'était un personnage à taille humaine. Et ça aussi, je pense que Servaz lui doit quelque chose, un petit peu. Voilà. Et puis parmi mes favoris, il y en a plein. Moi, les écrivains favoris, il faudrait une liste
longues comme celle des courses pour les, il y avait, pendant très longtemps, il y avait, enfin, encore aujourd'hui, il y a Philip Roth, il y avait un écrivain anglais qui aujourd'hui est complètement oublié, qui s'appelle Anthony Burgess, formidable plume, enfin, il y a Milan Kundera, j'étais en République tchèque, la semaine dernière, voilà, que c'est un grand pays d'écrivains, hein, Kundera, Bohumil Raval, Ivan Klima, Kafka, etc. Voilà, il y en a plein. Hein. Quand j'avais 20 ans, je rêvais d'être Thomas Bernard. Bon, j'ai compris assez vite que ce serait pas le cas. Donc, je me suis mis à faire des romans policiers. Mais voilà, j'ai eu des idoles en littérature, j'en ai eu plein. Quand j'avais 15 ans, c'était Lovecraft, c'était les auteurs de science-fiction. Voilà, et je pourrais en citer des caisses, des romanciers ou des auteurs de théâtre ou des poètes qui sont des gens que je relis parce que c'est Borges, Luis Borges qui disait il est plus important de relire que d'avoir lu. Et je partage cette opinion. Quand on relit un livre, quand on le reprend des années plus tard, on le lit différemment et quelque part peut-être on approfondit la lecture qu'à la première lecture. C'est une longue réponse, mais bon, la question demandait à être développée. Il y avait une question là. Moi, j'avais une question qui est presque répondue finalement sur ce qui motive à aller vers ce genre de thriller. Qu'est-ce qui vous passe dans la tête vous avez une culture importante, vous cherchez vraiment à vérifier tout ce que vous dites, vous pourriez écrire dans un autre genre, des choses qui soient attrayantes aussi. Pourquoi se mobiliser sur le film? Pourquoi du son? Pourquoi du sang? Le sang, c'est quand même assez rigolo à faire. Hein. C'est assez. Moi, j'ai beaucoup. Qu'est-ce qui est à l'origine? Oui. Je veux dire, comment ça se fait qu'à un moment donné, oui. je suis parti? Alors là, j'ai une réponse assez précise. En fait, quand j'ai écrit Glacé, donc mon premier roman policier, mon premier thriller, c'était un exercice de style. J'étais pas du tout un spécialiste du genre. Comme je l'ai dit, je lis plein d'autres choses que des romans policiers. Donc, quand j'ai décidé d'écrire Glacé, je me suis levé un beau matin en me disant, tiens, je vais essayer d'écrire un thriller. Et puis, je vais essayer d'avoir beaucoup de lecteurs. On va voir si c'est possible. Mais c'était pas du tout mon genre de prédilection. Donc, j'ai commencé à lire pas mal de romans policiers. J'ai à peu près compris comment ça fonctionnait. Alors, parce que, je l'ai souvent dit, c'est comme le polar, c'est comme le patinage artistique. Il y a les figures à poser. C'est-à-dire les cliffhangers, les rebondissements, les retournements de situation, les twists à la fin, les climax, et puis il y a les figures libres, c'est tout ce que vous avez apporté de votre personnalité, de votre univers, et qui va vous différencier des autres. Et donc, une fois que j'ai compris comment les figures imposées, ça fonctionnait, je me suis lancé et j'ai commencé à écrire Glacé. C'était vraiment un exercice de style au départ. J'avais pas prévu que 15 ans après, je serais encore en train d'écrire des romans policiers. Hein. C'est juste ponctuel. Sauf que je l'ai proposé à un éditeur, enfin il y en a plusieurs, et tous les éditeurs quasiment que j'ai contactés ont voulu le publier. Donc après j'ai fait monter les enchères, et puis ça a eu du succès, et puis alors du coup comme le premier avait eu un succès, j'ai dit bon je vais en faire un deuxième. Et ça m'avait permis aussi, oui, une des raisons c'est que je voulais aussi quitter l'administration des douanes dans laquelle je travaillais, et comme je sais rien faire à part écrire, la seule solution que j'ai entrevue c'est d'écrire en polar et d'avoir du succès, sinon je serais resté encore douanier. Et donc, je me dis, c'est bien, j'ai pris une disponibilité, hein, dans l'administration, on peut prendre un congé sans solde. Donc, j'ai dit, je vais en écrire un deuxième, et puis un troisième, puis un quatrième, et puis voilà, 15 ans après, je suis toujours en train d'écrire des polars. Mais, j'ai déjà écrit des choses différentes. Vous avez un recueil de nouvelles qui s'appelle Les Chats. Je sais pas s'il est là. C'est 15 nouvelles, et il y a des nouvelles, certes, il y a des nouvelles noires, mais il y a aussi beaucoup de nouvelles qui ne sont pas des nouvelles policières. Il y a des nouvelles fantastiques, il y a une ou deux nouvelles de science-fiction. Il y a des nouvelles qui n'appartiennent à aucun genre, qui sont juste de la littérature. Et ce recueil, l'an dernier, a été dans les 3 finalistes du prix Goncourt de la nouvelle. Voilà. Alors que, effectivement, au départ, c'est assez improbable qu'un auteur comme moi, un auteur de genre, finisse dans les finalistes du prix Goncourt. Hein. Mais voilà, j'ai eu cette chance-là. Et j'exclus pas, en effet, d'un jour d'écrire autre chose que du polar. J'ai quelques exemples, on a quelques exemples d'auteurs de polar. On a eu Pierre Lemaître, le premier, qui s'est mis à écrire autre chose que des polars, et ça lui a plutôt bien réussi. Et plus récemment, on a Olivier Norek aussi, avec Les Guerriers d'hiver, qui a écrit autre chose. Et là aussi, donc, effectivement, quand je vois ces exemples-là, je me dis pourquoi pas, oui. On verra. Mais là, je suis en train de travailler sur un polar.
On va peut-être passer aux dédicaces. Ça laissera le temps à tout le monde de pouvoir avoir un ouvrage dédicacé. Merci encore, Bernard Meunier. Merci à d'être là. vous. Merci beaucoup.